Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ce soir consacrée à l'épisode 2 de The Last of Us. Alors, voilà, je pense que vous avez vu, enfin si vous avez vu ma vidéo du premier épisode, vous savez que j'étais pas à fond dedans, parce que ça reprenait énormément, enfin ça reprenait plan pour plan le jeu, donc aucune innovation, donc rien de bien intéressant, parce que moi j'ai déjà tout vu il y a 10 ans. Et on sentait que c'était fait pour les gamers et on sentait que ils osaient pas du tout toucher au matériau de base, c'est-à-dire ne pas s'éloigner d'un poil de cul de ce qui avait été fait dans le jeu original. Et donc du coup, j'avais pas forcément envie de voir l'épisode 2, mais je me suis dit bon allez, on fait un effort, on va regarder, peut-être qu'on sait jamais. Et là, j'ai été agréablement surpris parce que il y a énormément de choses nouvelles, des choses dont je me souviens pas du jeu, et l'épisode est très très bien rythmé. Il y a une très bonne intro, un très bon développement de personnages, et en plus de la tension à la fin de l'épisode qui va crescendo, et ça c'est super appréciable. Voilà, on va débriefer cet épisode qui, de manière globale, est très très bon. À ma grande surprise. Voilà. Il balaye un peu les défauts du premier, c'est-à-dire rester trop près du matériau de base, et du coup là ils prennent des libertés, donc du coup il y a des surprises, il y a des choses que je découvre, et en fait j'ai l'impression que voilà, la série s'accapare un peu l'univers, elle fait sa version, on n'a pas un copier-coller, on a une adaptation. Et ça me plaît. Voilà. Donc ça respecte l'univers de base, mais ça prend quelques libertés et ça enrichit un peu le lore. Et en parlant d'enrichissement du lore, on va commencer par cette scène d'intro qui se passe en Indonésie, où le gouvernement va chercher une spécialiste en champignons, là, une je sais plus quoi, mycobiologie, bref, on s'en fout. Et du coup, elle observe un échantillon, on lui dit que ça provient d'un humain, elle dit bah non, c'est pas possible, le cordyceps ne se développe pas chez l'humain, et on lui dit si. Donc elle inspecte un cadavre, et en fait, on voit au niveau de la morsure, elle fait une incision, et en fait, quand la peau s'ouvre, on voit qu'il y a un champignon en dessous, un peu de cette texture-là d'ailleurs, un peu dégueulasse, et du coup, elle ouvre la bouche, et elle commence à sortir des espèces de... Comment t'appelles ça ? Des espèces d'appendices fongiques, et on voit que les trucs qui bougent, et puis ils sont encore vivants les trucs, donc elle prend panique et tout machin. Et elle dit, elle dit aux militaires, il n'y a aucun vaccin, j'ai étudié ça toute ma vie, il n'y a aucun vaccin, il n'y a aucun remède, rasez tout. Donc voilà. Et donc en fait cette intro, elle est super bien menée, parce que déjà on a pas mal de plans, alors ça on va le retrouver pendant tout l'épisode et même celui d'avant, on a pas mal de plans où on voit le personnage qui est sur un côté de l'écran mais de dos, et on a la caméra qui est derrière, donc qui suit le personnage. Ça fait écho évidemment au jeu, parce que dans le jeu on a la caméra qui est derrière Joël, on le voit jusqu'au bas de son dos, et en fait il est sur la gauche de l'écran et on voit tout le décor. C'est comme ça que la caméra est positionnée dans le jeu à la base. Donc il y a énormément de plans où on a cette caméra là comme ça, pour rappeler un peu les codes visuels du jeu. Et donc on suit la doctoresse qui marche dans un couloir avec les militaires, et elle passe une porte gardée par des gardes. Et une fois que la porte se ferme, on a ce plan super large où on voit la porte en tout petit, les deux gardes, et le couloir, il y a une ligne de fuite qui est vraiment assez prononcée. Et donc du coup on passe de la caméra très proche de la doctoresse, la porte se ferme, et on a un plan super large, plan fixe. Et en fait c'est pour te donner un peu le côté restricted area, genre t'as pas le droit de rentrer quoi. Une fois que la porte est fermée, il y a une distance, c'est pas pour le public. Et donc ça déjà c'est un peu sympa. Ensuite on cut nos héros, Joel, Tess et Ellie, et en fait on a un premier plan sur Ellie qui est recroquevillée en position fétale, dans de l'herbe, avec une lumière vive sur elle. Donc au début, moi je croyais que c'était un spot, mais en fait sur le plan d'après, on se rend compte que elle est dans une maison délabrée, il n'y a plus de toit, et en fait la lumière du jour passe sur elle et l'éclaire.
et on se rend compte qu'elle se réveille et juste à côté il y a Joel et Tess qui l'observent dans l'ombre. Et donc en fait, sur le plan d'après, ça cut, on a Ellie qui est là. Ah vous, ça doit être inversé, je sais jamais. On va dire que c'est là. Il y a Ellie qui est là dans la lumière. Il y a une grosse zone d'ombre dans laquelle il y a Tess et Joel qui l'observent. On les voit tous de profil. Et il y a une espèce de barrière entre eux au milieu de l'image, au niveau de la lumière, et il y a l'ombre d'un coup. Donc on a une séparation au milieu de l'écran, parce que pour deux choses. Déjà parce que Joel et Ellie, oui je suis désolé, je vais dire Joel, ça fait 10 ans que j'entends Joel, et Joel, je peux pas l'appeler Joel, c'est pas possible. Donc Joel et Tess, ils sont là. Ils lui font pas confiance parce que ils ont vu dans l'épisode d'avant qu'elle a été mordue, et quand tu te fais mordre, bah apparemment en moins de 24 heures, voilà, tu te transformes en champi. Et donc du coup, ils lui font pas confiance. D'où cette séparation créée artificiellement par la lumière dans la mise en scène. Mais il y a aussi le côté, Ellie, c'est censé être un peu le messie. C'est elle qui est censée sauver l'humanité parce que elle est résistante à l'infection, elle est immunisée. Donc on a ce côté un peu la lumière salvatrice sur ce personnage. Donc déjà il y a une double analogie que j'aime bien dans cette scène. Et en plus on va développer un peu les personnages, que ce soit Joel, Tess ou Ellie. Et ils ont de très bons dialogues. Alors je me souviens plus s'ils sont issus du jeu, mais en tout cas ils sont bien écrits. Il y a un ping-pong entre Ellie et Joel qui marche bien, même avec Tess. Il y a des bonnes réparties. Il y a des bonnes vannes qui marchent bien. J'avoue, j'ai pouffé 2-3 fois devant l'épisode. Il y a des... j'aime bien comment ils se parlent, les personnages, parce que ça fait pas de dialogue. Ça fait pas de dialogue de film ou de série. T'as l'impression de voir des gens qui se parlent, en fait, tout simplement. Ne serait-ce que quand Tess, elle dit à Ellie, bon écoute, je vais te parler comme une adulte maintenant. Nous, on n'est pas des gens bien. Donc, si tu nous mens... il va t'arriver des bricoles, hein. T'as beau avoir 14 ans, on n'est pas là pour te beurrer les sandwichs. Donc Joel il veut te buter parce qu'il a vu que t'as été mordu et il croit pas au remède lui. Donc à partir de maintenant tu vas nous dire la vérité, sinon l'autre il va assumer quoi. Et il dit ça à une gamine de 14 ans. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que on sent quand même que c'est un monde rude. On l'avait déjà, j'en avais pas parlé, mais dans le premier épisode on avait ça. On voyait un gamin un peu hagard qui marche un moment dans les rues. Il se fait récupérer par la Fedra, donc les militaires de ce monde-là. Ils lui disent « Ah, t'inquiète pas, on va te nourrir et tout machin ». Hop, il lui faut un petit scan et il voit que la lumière est rouge. En rouge, rouge c'est ça. Donc t'as le militaire derrière le gamin, il fait et la militaire qui s'occupe de lui qui dit « Ouais, t'inquiète pas, ça va aller ». Il fait « Bon, écoute, tout va bien, machin, tout va bien. On va te faire un petit vaccin parce que t'as pas l'air bien. Hop, tiens, on te fait une picouse, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'endormir, ça va aller mieux au réveil. » Et en fait, ils l'ont buté le gamin. Parce qu'il était infecté. Et t'as Joel qui le chope et il le fout au feu, mais sans sourciller, quoi. Donc, déjà, ça en dit beaucoup sur Joel et son état d'esprit, et en plus, ça te montre vraiment dans quel monde ils vivent. Et donc là, ça se ressent vraiment quand il parle à Ellie, quand Tess, elle parle à Ellie, tu ressens la rudesse de ce monde-là, c'est-à-dire que, t'as beau être une enfant, t'es potentiellement un risque à notre survie, donc en fait, on va pas te faire de cadeaux parce que t'as 14 ans. Donc là, tu nous dis la vérité, sinon ça va mal se passer, quoi. Et en termes de tension, en termes d'ambiance, ça marche super bien. Ça marche super bien, et en fait, la tension est crescendo pendant tout l'épisode, et ça, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé l'ambiance de cet épisode-là, vraiment. Donc on développe un peu l'affect entre Joel et Ellie. Même Tess aussi. Tess, de toute façon, moi ils m'ont eu avec Anna Torv. Je l'aime bien cette actrice, donc je trouve qu'elle joue très très bien. Rien qu'avec son regard, elle dégage beaucoup de choses. Et là, elle déroge pas à la règle. Donc c'est un personnage que j'aime bien depuis qu'on l'a vu dans le premier. Et pourtant, j'aimais pas celle du jeu. Donc c'est beau à noter, je trouve. Et du coup, voilà, il y a plein de petites réparties sympas entre les personnages. Genre, à un moment, ils rentrent dans un hall d'immeuble qui est inondé, donc il y a des escaliers qui donnent sur la flotte. Il y a Joel qui rentre dans la flotte, et là, il y a un petit clin d'œil à ceux qui jouent au jeu. Parce que dans le jeu, Ellie ne sait pas nager, et on se retrouve souvent à devoir la porter sur des planches, sur de la flotte. Et donc, en fait, ils rentrent dans l'eau. Et moi, je me suis dit, putain, ils vont encore faire un clin d'œil au jeu, genre il va sortir une planche et il va se porter Ellie.
Et Ellie, elle fait, ah, je sais pas nager. Je me suis dit, ah putain, on est en plein dedans, ça y est. Et là, Joel, il se retourne vers Ellie, il fait, t'es sérieuse? Elle fait, bah ouais, bah j'ai pas appris à nager, j'ai pas eu le temps. Là où on était, il y a pas de piscine. Hein. Donc déjà, j'aime bien la petite répartie de Ellie. Et Joel, il est là, donc il a les chevilles dans la flotte. Et genre, il fait un petit saut, et en fait, tu le vois s'enfoncer dans la flotte de 5 cm. Parce qu'en fait, l'eau, elle est pas si profonde que ça, quoi. Et donc il fait, ouais, t'es sérieuse? Elle fait, ouais, j'ai pas appris à nager. Il saute, plouf. Et en fait, Ellie, elle se rend compte que, maximum, l'eau va lui arriver aux genoux. Et donc, elle est là, elle fait, hein. Il continue à avancer. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que le timing est super bien géré. Et en plus, ça joue avec tes attentes de fan du jeu, ou du moins de celui qui a joué au jeu. Et en fait, ça le désamorce direct. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que justement, ça joue sur le côté fan du jeu, ou celui qui a joué au jeu, mais justement, ça prend un revers. C'est pas dans le là où ça aurait été du fanservice nul, c'est qu'ils auraient pris la planche avec Ellie qui monte dessus et Joel qui la pousse. Je m'aurais dit, oh, c'est nul, ça sert à rien, c'est un clin d'œil nul. Et là, ils ont joué sur ton attente de ce clin d'œil et ils l'ont désamorcé. Et ça, du coup, j'ai beaucoup aimé. On a ça, on a un petit truc qui est sympa aussi, c'est que on t'introduit que dans cette pièce, il y a un piano par des notes de musique jouées par un espèce de crapaud, une grenouille qui passe sur les notes. Et donc, en fait, ça te fait un peu une musique d'ambiance sur quelques notes, ça fait... Et c'est juste le crapaud qui saute, et hop, il s'en va. Et donc, t'as Joel, Tess et Ellie qui rentrent dans la flotte, et Ellie, elle se dirige vers le piano, elle fait un peu la con, comme dans le jeu, au niveau de la réception et tout. Et en fait, à un moment, elle pousse un truc, il y a un cadavre qui tombe sur elle, et elle a peur, elle se recule, et en fait, elle met les mains sur le piano, et ça fait... Et du coup... Voilà, c'est un peu l'effet Conjuring, c'est la nana qui se casse la gueule dans l'escalier et quand elle tombe sur le piano, ça fait... Donc voilà, c'est jouer avec la musique d'ambiance diégétique, donc dans l'univers du film ou du jeu, ou de la série, lapsus, pour donner une ambiance. C'est pas une musique extra-diégétique que les personnages n'entendent pas, mais que le spectateur entend. Voilà. Donc voilà, ça c'était bien trouvé, j'ai bien aimé. Et tout le passage dans l'hôtel, il y a une bonne tension, jusqu'à évidemment l'arrivée des premiers clickers, donc les claqueurs en français, je crois qu'ils appellent ça. Ils ont repris les mêmes bruitages que dans le jeu, c'est-à-dire un genre de un truc comme ça, mais en plus flippant. Là, on dirait que j'ai de l'asthme. Mais ça marche bien, ça marche super bien, et surtout au début, ce qui est bien, c'est qu'on les voit pas vraiment. On les voit en silhouette passer à contre-jour devant une fenêtre. On les voit en transparence derrière une espèce de bibliothèque moitié vitrine. On les voit donc toujours en silhouette, mais un peu déformés par la vitre. On les voit passer dans l'ombre à côté des héros, jusqu'au moment où il y en a un qui se retourne en pleine lumière vers Ellie. Et force est de constater que l'effet marche quand même super bien. Les maquillages, ils sont vachement impressionnants, je trouve. Donc, on n'a pas d'image de synthèse, donc... On a vraiment cette impression qu'ils sont là, quoi. Et donc forcément, quand ils leur tirent dessus, il y a le champignon qui protège leur cerveau. Donc c'est compliqué de les abattre. Et il y a toute une scène de course-poursuite dans un hall. Et ils jouent sur la tension de la recharge des armes, surtout. Mais aussi sur le bruit que fait la recharge des armes. C'est-à-dire que les clickers, vous le voyez, ils n'ont pas d'œil parce que le champignon il a poussé hors de leur cerveau. Mais du coup, ils se repèrent à l'ouïe. Et du coup, quand t'as Joel qui détourne l'attention d'un clickers en pétant une vitre au loin, donc dans le jeu, normalement, tu jettes une bouteille ou une brique, ça c'était super bien trouvé parce que je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Mais justement, il se sert d'un autre truc complètement pour péter une grille, une vitre où il y a une hache de pompier. Et en fait, du coup, le clicker se dirige vers ça, lui se planque, et du coup, il est à 3 mètres, hein, mais il va recharger son arme. Il a un espèce de revolver à barillet, donc il est obligé de prendre des balles dans sa poche. Donc en fait, quand tu as une poche avec plein de balles, quand tu mets ta main dedans, ça fait cling cling cling. Donc il fait super attention et il recharge une par une les balles en faisant bien glisser la balle dans le barillet du revolver sans faire de bruit. Il faut qu'il reclipse le barillet, il faut qu'il arme le chien. Et tout ça, ça fait du bruit parce que quand tu armes le chien, le barillet tourne en même temps. Donc il y a une super tension au niveau du son à ce moment-là.
Et j'ai bien aimé. Franchement, à un moment, j'ai un peu arrêté de respirer. J'avais un peu la boule au ventre à un moment. C'est super bien géré. Et on va avoir évidemment à la fin de l'épisode. Ah tiens, oui, voilà, j'ai oublié ça. Pourquoi ça marche bien la tension? Parce que déjà, la tension, elle est présentée au départ par ce petit flashback en Indonésie. Et en fait, en plus de tout ce qui se raconte, en plus de tout ce que tu vois, ça marche d'autant plus parce qu'il y a un parallèle évident avec la situation qu'on a vécue avec le coronavirus. C'est-à-dire que dans la série, on te parle d'une pandémie mondiale, potentiellement transmissible par l'air, avec les spores, en plus du contact. Et du coup, le fait que ça débute en Indonésie, donc en Asie, il y a clairement un rapport avec ce qui nous est arrivé il y a 2 ans. Donc du coup, en fait, c'est ancrer la fiction dans une certaine dans quelque chose qui nous rappelle une réalité qu'on a connue. Et du coup, ça titille des sentiments qu'on a ressentis inconsciemment. Et du coup, je trouve que ça marche super bien et que c'était très intelligent de le faire ça. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est que dans ce monde, contrairement au jeu, dès qu'il y a des champignons par terre, ils mettent des masques. Parce que justement, les champignons, ils balancent des spores. Et là, il touche les champis, quoi, par terre. Et il y a même un moment où Joel, avec sa crosse, il casse un champi, et il dit « Oh, c'est bon, il est sec ». Mais avant de le péter, tu savais pas qu'il était sec. Donc s'il était pas encore tout à fait sec, il y aurait des spores libérés, tu te laisserais pris dans la face, et tu serais mort. Donc c'est super con, je trouve ça. Ça, c'est le seul point noir de l'épisode, et de l'épisode d'avant... Enfin, l'épisode d'avant, il y a que des points noirs, je trouve. Mais celui-là, c'est le seul truc qui m'a fait tiquer, genre « Hein, mais t'es stupide ou quoi ?» Et du coup, ils ont pas de masque apparemment. Alors qu'ils parlent de sport. Mais mais je crois... Ah, attends. Parce que c'est Ellie qui parle de sport quand elle sort la première fois dans la ville en plein jour. Et Tess lui dit ouais, les gens racontent beaucoup de salades ou des trucs comme ça, des légendes. Donc est-ce que dans la série, ils prennent pas en compte les sports? Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas de masque. Et ils ont peut-être pas eu envie de mettre des masques sur les personnages pour qu'on voit leur tête. Je pense que Pedro Pascal, il est content de ne pas porter un masque là-dedans, parce que comme il a fait The Mandalorian et qu'on voit jamais sa tronche, peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient de là. Et donc oui, voilà. Et donc, ils sortent de ce bâtiment-là, ils arrivent à échapper aux clickers, et ils se retrouvent dans une espèce de rue où il y a plein de cadavres par terre, et en fait c'est pas des cadavres, c'est des infectés qui commencent à bouger un petit peu. Et alors ça, c'est une nouveauté également, parce que je crois que c'était pas dans le jeu. Ils parlent d'un réseau au niveau du champi, du cordyceps. C'est-à-dire qu'en fait, tous les infectés sont reliés, parce qu'ils ont des espèces de protubérances de partout. Et en fait, quand ils touchent le champi qui est au sol, parce qu'il pousse partout le champi, il est au sol, en fait il passe dans les craquelures du bitume, et en fait il y a tout un réseau de champignons souterrains. Et donc en fait, si un clicker ou un coureur ou un rôdeur, je sais plus comment ils les appellent, te voit et qu'il est en contact physique avec le champi au sol, bah, tous les infectés qui sont en contact avec le champi au sol, dans toute la ville, sauront où t'es. Et donc ça, il me semble que c'est pas dans le jeu. Mais ça justifie dans la série qu'un seul te voit et tout le monde déboule. Parce que c'est vrai que dans le jeu, et tu te faisais voir par un clicker ou un machin, tout le monde déboulait sans raison. Là, ils ont réussi à rendre ça plutôt crédible, et c'était une bonne façon, je trouve, de rendre ça. Même visuellement, c'est cool. Hein. Enfin, déjà, tous les décors avec le champi partout, c'est dégueulasse, mais ça rend super bien. Et ça participe à l'ambiance oppressante, j'ai bien aimé. Et du coup, voilà. Donc déjà, il y a ça, et j'ai spoilé, hein, ils ont changé la mort de Tess. Alors, Tess, je me souvenais plus qu'elle était infectée. Je me souviens qu'elle se sacrifiait pour retenir des mecs de la Fedra ou des Lucioles ou je sais pas quoi. Donc elle se faisait tuer, elle se prenait une balle, hein. Elle mourait par balle. Et là en fait, comme elle a été croquée par un clickers, elle est infectée. Et du coup, elle va se sacrifier pour retenir tous les clickers qui étaient dans cette rue là, et qui vont se réveiller pour courir après Joel et Ellie. Et du coup, on a des plans sur des infectés qui se réveillent avec le champi qui sort de leur tête, mais pas complètement. Il y a un gros plan sur un, et tu vois tout le champi qui est là, et en fait il se réveille et il a encore tout ça d'humain. Et c'est super bien fait. Et c'est lui qui va tuer, qui va
c'est dégueulasse. Il va contaminer Tess par la bouche. Et en fait, il ouvre la bouche, il y a des espèces de tentacules qui sortent et qui se placent dans ta bouche à toi. Et franchement, c'est répugnant. C'est répugnant, mais ça marche d'enfer. Moi, ça me dégoûte. Rien que d'y repenser, ça me... Mais du coup, ça marche bien. Et du coup, elle se sacrifie parce qu'elle avait balancé de l'essence partout, et elle avec son zippo, et clac, une fois que l'autre il lui shoot les trucs dans la bouche, elle lâche ça et tout le monde crame. Et Ellie et Joel arrivent à s'en sortir, et l'épisode se termine sur un plan d'Ellie, seule, avec le musée qui crame derrière, qui est très mal fait. Et c'est le seul plan qui est mal fait parce que jusque-là, j'avais marqué que tous les plans truqués, c'est-à-dire où tu vois la ville recouverte d'herbe avec des voitures à l'abandon et des bâtiments qui se cassent la gueule, c'était super bien fait. Vraiment, c'est le seul plan qui déconne, c'est le dernier, c'est le dommage, c'est celui qui est trace dans la tête. Mais c'est le seul qui déconne parce que tout le reste, au niveau effets spéciaux, franchement, ça tient super bien la route. Donc je vais juste regarder un petit peu mes notes parce que j'en ai pris pas mal. Et je crois que j'ai fait le tour là, de mémoire. Ah oui, un petit truc du coup que j'ai oublié de dire, c'est que le générique est super cool parce qu'en fait on a vraiment on voit vraiment le champignon on est sur fond noir et on voit le champignon se propager en vitesse accélérée. Et non, c'est super cool, il y a des beaux effets de couleurs, il y a des formes géniales. Et à un moment, le champignon, il se propage tellement à l'écran que ça fait une sorte de carte des États-Unis. Et ça, j'ai bien aimé. Je me suis dit, putain, c'est pas con ça. Et donc, tu le vois, ça virevolte, machin, et puis ça fait une espèce de forêt de champis tout fin qui monte. Et les deux derniers, en fait, ça fait les silhouettes de Joel et Ellie. Et ça clip sur The Last of Us. Et franchement, avec la musique du jeu, ça marche super bien. Le générique du début, il est vraiment cool. Ouais, il y a la blague des spasmes d'Ellie qui est marrant. Ça quand ils acceptent de l'emmener, Joel il dit Tess, il fait et au moindre spasme, je la bute. Et il y a la gamine derrière qui fait et Tess fait arrête, hein, parce que lui, il est sérieux, donc arrête. Et elle fait ok. Ça m'a fait rire aussi. Et il y a une symbolique justement avec le coup du piano que j'ai beaucoup aimé. C'est qu'en fait, Joel, il a une espèce de... Il dit qu'il a une fêlure au poing parce qu'il a défoncé un mec, il s'est lâché sur lui. Il lui a défoncé le crâne à coups de poing et il dit, je crois que je me suis fêlé, il s'est fait la fêlure du boxeur, quoi. Et du coup, quand Ellie tombe avec le coup du piano, là, il va instinctivement l'aider à se relever. Et en fait, quand il lui tend la main, il lui tend sa main qui est blessée, il la relève et du coup, en fait, il l'aide à se relever et immédiatement il la lâche et en fait on voit qu'il fait ça, genre ça lui a fait mal, tu vois. Et en fait pour moi c'est super malin parce que pour moi c'est un peu une métaphore de ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est que il a perdu sa fille il y a 20 ans et il s'est complètement fermé parce que on le voit dans sa relation avec Tess qui lui dit clairement qu'elle l'aime et lui elle lui dit non mais je t'ai jamais demandé de ressentir ce que je ressens, donc on sait qu'il est fermé à mort. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et en plus c'est lui qui jette le gamin au feu dans le premier sans sourciller, donc on sait que les enfants ça lui fait plus rien. Et là en fait le fait d'aider Ellie inconsciemment et le fait que ça lui fasse mal et que c'est pour ça qu'il la lâche, c'est-à-dire qu'en fait instinctivement il a un instinct protecteur envers elle. Mais s'il se laisse aller à cet instinct protecteur et émotionnel, il va avoir mal. Et donc en fait, il la lâche tout de suite. Et ça, j'ai trouvé ça super malin. Parce que c'est discret, hein. Il n'y a pas d'emphase dessus, il n'y a pas un gros insert sur sa main ou quoi. C'est un truc assez discret. Et ça, c'est vachement bien parce que justement, c'est subtil. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est un moment, tu vois Tess, elle sort d'une cage d'escalier. Et elle est à bout de souffle, elle fait et t'as Ellie qui arrive, elle lui fait ça va, c'était pas si compliqué. Et elle se retourne, elle lui fait tu verras quand t'auras nos genoux, on en reparlera. Ça m'a fait trop rire. Parce que moi aussi j'ai mal aux genoux quand je monte des escaliers maintenant parce que je suis vieux. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode 2. Donc une très bonne surprise, très bonne surprise. Et du coup j'ai envie de voir le 3 là, faut que je le voie. Je suis vraiment chaud là. Le premier épisode, il m'avait pas du tout emballé. Et là, comme on a de la nouveauté et des clins d'œil à la saga, à la série de jeux, pardon, du coup, ça me donne envie de voir.
Parce que j'ai pas l'impression de voir un copier-coller de ce que j'ai déjà vu il y a 10 ans. Donc voilà, là c'est de l'adaptation, on n'est plus sur du remake, là on est sur de l'adaptation. Et ça me plaît. Donc du coup, très bon épisode, et je vous dis à bientôt pour la review sur l'épisode 3. Ciao.